Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec cette magnifique boîte sans nom, sans titre, vous l'avez reconnu, hein, c'est Vicomte du Royaume de l'Ouest, c'est la Big Box, enfin la moyenne box, parce qu'elle n'est pas très grosse en fait. C'est la boîte en fait qui permet de ranger de façon correcte le jeu et les deux extensions. On va faire une partie, mais avant ça, je vous propose cette vidéo de mise en place du jeu, qui est assez facile, mais qui prend quand même un petit peu de temps parce qu'il faut trier des cartes, etc. Donc on va faire, comme d'habitude, la mise en place du mode normal, du mode multi, puis en fin de vidéo on verra la différence par rapport à la mise en place du mode solo, et puis à partir de maintenant, toutes les parties qui apparaîtront sur la chaîne de Vicomte du Royaume de l'Ouest commenceront directement après avoir fait la mise en place hors caméra. Ça permet de gagner un petit peu de temps à chaque fois sur chaque vidéo. Voilà, allez, je suis très content de rejouer à ce jeu. J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, et vous savez que ça fait partie des objectifs de cette chaîne. C'est la raison pour laquelle finalement je me suis lancé dans une chaîne YouTube sur les jeux de société. C'était pour m'obliger, entre guillemets, à rejouer à des jeux. Et du coup, alors en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout obligé, mais du coup, ça donne envie quand même de proposer des vidéos et donc de ressortir des jeux, etc. Donc voilà, je suis assez satisfait de mon objectif, j'arrive à m'y tenir pour l'instant. Et du coup, je rejoue à des jeux auxquels j'avais pas trop touché ces derniers temps. Donc c'est parti, allez, j'enlève la boîte, elle est vraiment belle cette boîte, je la trouve vraiment très très classe. Et on va partir de zéro. Vous savez l'habitude maintenant, je fonctionne comme ça. On part de zéro, donc la boîte, elle est ici. Je vais vous l'amener. Allez, on enlève les livrets des règles que je n'ai pas du tout relues, donc j'espère que je ne vais pas faire de conneries. Les 4 plateaux joueurs, le plateau de jeu. Alors j'en profite pour dire que Vicomte, pour moi, est le meilleur jeu de Monsieur Shem Phillips. La série en fait des Royaumes de l'Ouest, je trouve que c'est la meilleure pour l'instant, et parmi les trois, je trouve que pour moi c'est Vicomte que je préfère. Je sais pas pourquoi, je veux pas, mais une des raisons, je pense, alors au-delà du fait que le plateau circulaire, je le trouve absolument génial. Donc dans la mise en place, on nous demande de choisir alors déjà le plateau qui correspond au nombre de joueurs, parce que pour jouer à 4, c'est les plateaux qui sont derrière en général. Et on construit son plateau. Je le trouve très classe le plateau. Et le jeu prend de la place sur la table, surtout avec les extensions. Sans les extensions, le jeu prend très peu de place. Ça, c'est très agréable. Le plateau est petit. Donc voilà, on le construit comme ça. Le plateau est petit et il n'y a pas grand-chose. Par contre, les extensions amènent plus de pioches et de rivières de cartes, donc ça prend un petit peu plus de place, mais ça reste vraiment vraiment agréable. Et une des choses qui font que pour moi ce Vicomte est le meilleur Shem Phillips, c'est que celui-ci est extrêmement sobre, c'est-à-dire que le plateau il est clair, il est lisible. Alors là j'arrive pas à mettre le château, je fais un peu n'importe quoi, voilà. Il est lisible, il est pas encombré, ça ressemble pas à une salade de plein de trucs partout, voilà. Et la plupart de ces jeux, pour moi, je sais pas, ça me repousse en fait de voir des plateaux hyper chargés, voilà, j'aime pas du tout ça. Moi j'aime quand c'est sobre, quand c'est épuré. Et celui-ci, pour moi, c'est le plus épuré et le plus joli aussi, tout simplement. Et puis les mécaniques de jeu sont absolument géniales. L'automa se gère de façon très très simple pour les joueurs qui jouent en solo. Voilà, donc et puis il est assez corsé, donc voilà, on arrive à gagner contre lui, on perd de temps en temps aussi, on gagne de temps en temps. Voilà, c'est parfait, c'est tout ce que je demande, moi, tout simplement. Donc on commence par construire le plateau. Alors je dis on commence, je ne sais pas si c'est l'ordre préconisé, mais de toute façon on construit le plateau
On met le château orienté de façon aléatoire. Les tuiles, elles sont aussi positionnées de façon aléatoire. Ça ne change pas grand-chose, honnêtement, à la rejouabilité ou à la stratégie de jeu. Chaque joueur, on peut jouer jusqu'à 4, choisit un plateau joueur qui sont identiques. Donc là, il n'y a aucune asymétrie de départ sur les plateaux. Il y en aura ailleurs, mais pas sur les plateaux. Et ensuite, on commence à construire les paquets de joueurs. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est le paquet comment on dit, des villageois. J'allais dire des habitants, non, c'est des villageois. Alors il y en a beaucoup, hein, puisqu'avec les 2 extensions, ça en rajoute encore plus. Et ben il va falloir faire 5 piles de taille identique, à peu près identiques, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont trouvé le moyen de ne pas faire un multiple de 5 dans le nombre de cartes. Bon, je comprends pas trop pourquoi, mais je trouve ça un peu bizarre. Pour les perfectionnistes comme moi, ça nous met un peu en PLS parce que les piles ne seront pas exactement de la même taille. Mais bon, voilà, il y a des choses plus graves dans la vie. Donc, il faut faire d'abord 5 piles avec cette grosse pile de cartes. Donc on va le faire. Vous savez que ce qu'on fait quand je fais la mise en place, c'est que je fais depuis le début. Hein, comme ça, on voit un petit peu le temps que ça prend. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous voyez pas toutes les piles, mais c'est pas grave. Hein. Je tourne en rond et je remplis mes piles. Les cartes sont de bonne qualité. Et en même temps, elles ne glissent pas. Alors elles sont assez fines quand même, hein, mais honnêtement, c'est pas gênant. Et surtout, elles ne glissent pas en fait. C'est pas des savonnettes. Et du coup, c'est assez pratique ça. Il n'y a rien de pire que les cartes qui glissent trop et qui se cassent la gueule. Comme quand on met des sleeves par exemple. Je trouve ça absolument insupportable de jouer avec des sleeves. Il faut vraiment que les cartes soient de très mauvaise qualité et qu'on ait besoin de les manipuler beaucoup. Comme par exemple Seven Wonders, c'est le seul jeu que j'ai sleevé totalement puisque les cartes, en fait on ne joue qu'avec des cartes et on se les passe de joueur en joueur en permanence. Donc il y a énormément de manipulation et comme elles sont de très mauvaise qualité, ce qui est quand même assez aberrant pour un jeu de ce type, mais bon, voilà. Voilà, donc j'ai mes piles, et puis tout simplement, on les dispose sur le plateau, sur les emplacements, et on les met face visible, hein, bien sûr, puisqu'on a besoin de voir quel villageois on va pouvoir recruter dans chacun des secteurs de jeu. Alors, voilà, ça c'est très bien comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose avec les manuscrits. Donc même chose, les manuscrits, il y en a beaucoup plus que dans le jeu de base avec les 2 extensions, mais la mise en place est exactement la même. On fait pareil, 5 piles, en commençant par les gris, bien sûr, puisque les gris, ce sont les manuscrits, on va dire, de base. Il y en a un par pile qu'on va mettre, donc nous, en bas de la pile, pour que ensuite, quand on les retourne, ils soient au sommet des piles. Donc on en met 5 pareil, comme ça. Je vais mettre la cam ici, hop, et puis je vais faire ça de mon côté. Et donc tout simplement, voilà, on fait nos petites piles. Donc là, c'est que ce soit en multi ou en solo, on fait exactement la même chose. Hein. Donc vous voyez, la mise en place est très simple, mais elle demande quand même un tout petit peu de temps, puisqu'on a à chaque fois besoin de refaire ces petites piles. Voilà. Et pendant que je vous parle, je ne regarde pas trop ce que je fais. Bon, de toute façon, c'est très simple après de voir si on s'est loupé sur une pile, en comparant les tailles tout simplement, hein, bien sûr. Et en faisant ça, ils sont mélangés. Voilà. Voilà. Donc là, par contre, il y en a exactement le même nombre dans chaque pile. Et donc on les retourne pour avoir le gris au-dessus.
Donc si vous voyez, le gris, il est au-dessus, et puis on met ça au hasard dans chacun des emplacements, à chaque village dans lequel il y a une petite église. Alors je crois que ma dernière partie, j'avais joué justement la religion. J'étais parti à fond sur la transcription de manuscrits et j'avais gagné. J'avais gagné contre l'Automa. Et j'aime bien jouer de cette façon. En fait, les quatre orientations, que ce soit la religieuse, le château, la construction, ouais, il n'y en a que 3 finalement. La construction, elles sont toutes agréables parce que de toute façon, on ne peut pas tout miser sur un seul truc. Donc c'est assez sympa. Moi, j'aime bien ce jeu pour ça aussi, hein. Allez, une fois qu'on a fait ça, on prend les autres choses qui restent. Alors, je vais commencer par faire... Alors ça concerne l'IA, donc ça viendra tout à l'heure. Donc ensuite, on va avoir les cartes de... Alors, je ne sais plus comment ils les appellent. Les cartes de départ, hein, qu'on va tirer au sort en fait pour les joueurs et pour savoir leur position de départ et leurs ressources de départ. Ensuite, on a tous les héros. Et là, c'est pareil, les extensions en apportent beaucoup. Et on a ce qu'ils appellent dans l'extension... alors, comment elle s'appelle cette extension ? C'est laquelle qui apporte ça? C'est les portes dorées, je sais plus. Gardien des clés, les portes dorées, voilà. On a ce qu'on appelle les envahisseurs. Alors le terme est un peu bizarre, mais ce sont des personnages qui se présentent aux portes du royaume. Et en fait, on va décider de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les accueille ou est-ce qu'on les empêche d'entrer? Et donc c'est assez sympa. Donc ça, c'est en fait la plupart du temps, c'est des cartes qui vont nous donner en fait des points de victoire. Voilà, qui vont, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de cartes qui contiennent les points de victoire. Points de victoire par nombre de citoyens en haut du château. Ouais. Donc ce sont des choses qui vont nous... En fait, qui vont rééquilibrer le jeu dans le sens où on peut avoir c'est comme un bonus, un multiplicateur de points de victoire en fait. Donc c'est assez intéressant, ça peut apporter des choses un peu nouvelles. Alors qu'est-ce qu'il me reste à aller chercher? Les petites cartes aussi. Donc là je sors pour l'instant le matériel de la boîte, hein. Donc les petites cartes, on a les cartes actes de propriété. Donc là je vais les mettre sur le côté. Les cartes dettes que je vais mettre sur le côté. Et les cartes objectifs, alors là c'est pareil, hein, les extensions en apportent beaucoup. Dans la boîte de base, il n'y en a qu'une pour le château. Là maintenant, il y en a 6. Donc on en tire une au hasard. Il y a toujours celle des manuscrits, donc ça ne change pas. Ça c'est les multiplicateurs, on n'en a pas besoin. Et puis les extensions apportent 2 nouvelles cartes d'objectifs. Ça c'est pour les bâtisseurs maintenant. Donc on avait une carte objectif pour celui qui arrive le premier en haut du château. Maintenant on en a 6. On avait des cartes objectives pour ceux qui transcrivent les manuscrits par couleur. Donc il y en a 4 par couleur. Et maintenant il y a aussi des cartes objectives pour les bâtisseurs parce qu'on n'avait pas ça. Donc ça va être le premier qui construit 3 bâtiments différents et le premier qui construit 3 bâtiments identiques. Et là c'est pareil, il y en a 6 de chaque, on en prend une. Donc ça fait une petite variété. Alors on va pas dire que ça rajoute de la rejouabilité quand même, faut pas exagérer, mais c'est juste que les bonus sont différents, donc ils peuvent nous intéresser plus ou moins selon les parties. Par exemple, souvenez-vous, dans le jeu de base, le bonus pour être le premier arrivé en haut du château, c'était cette carte, il n'y en avait qu'une, elle rapportait 5 points, super.
mais surtout elle nous permettait d'avoir une carte de plus dans notre main. Et ça c'est très très fort. Bah, maintenant ça peut être autre chose. Ça peut nous donner un point de mouvement supplémentaire. Ça peut nous donner, à chaque fois qu'on remélange, on gagne une ressource au choix. À chaque fois qu'on recrute, là je sais plus, mais probablement qu'on avance notre corruption par symbole. Ça c'est moins cool. Ou alors ça nous donne tout simplement les deux autres symboles, un symbole religieux ou un symbole artisanal de construction. Donc c'est assez sympa. Ensuite il va nous rester à sortir donc le matériel de chaque joueur, c'est-à-dire les pions de la couleur et le deck, et puis faire des petites coupelles avec les ressources. Je vais chercher ça et j'arrive tout de suite. Voilà, me voici avec mes petites coupelles. Donc on va mettre les ressources à l'intérieur. Donc là c'est un petit défaut de la box, c'est-à-dire que dans la box on mélange toutes les ressources au même endroit. Donc c'est un petit peu pénible, vous voyez, les couleurs des joueurs sont toutes là. Alors ça fait bien ranger, hein, c'est super, mais pour aller les chercher, c'est un petit peu galère. Donc là, je vais aller chercher déjà toutes les pièces. Alors, je précise, les pièces en métal ne sont pas incluses dans la big box, hein, c'est un achat supplémentaire de ma part. Franchement, ça apporte, elles sont vraiment pas chères. Je crois que c'est dans les 10 €. Et ça permet de virer les pièces en carton. Et je trouve que c'est un achat qui vaut le coup quand on aime le jeu. Et surtout, ce sont des pièces qu'on peut utiliser dans tous les jeux de Chef Phillips. Donc, ou même dans tous les jeux tout court. Mais elles ont le... Vous voyez les illustrations qui correspondent et qui peuvent coller avec tous les jeux, donc ça c'est cool. En tout cas, au moins tous les jeux du Royaume de l'Ouest. Les autres, je sais pas, mais souvent, de toute façon, on sait très bien que quand on a des pièces en métal, on va pas racheter des pièces en métal pour chaque jeu. Souvent, on va utiliser des pièces qui peuvent coller, et voilà, et c'est assez sympa. Donc là, voilà, on met ça de côté. Je vais mettre les ressources, moi, sur le côté. Ça sera plus facile pour moi d'aller les chercher. Je vais récupérer les 3 bâtiments publics qui sont apportés par une extension aussi. Et puis, je vais essayer d'aller chercher toutes les ressources. Alors, comme je vous dis, c'est toujours galère parce qu'elles sont toutes dans le même bac. Heureusement, il n'y en a pas énormément. Voilà, je pense que j'en ai pas perdu. Et puis, je vais... voilà, par confort, je vais quand même les séparer évidemment. Donc encore une fois, hein, c'est une mise en place qui est très simple à faire. Il n'y a aucune ambiguïté, aucune difficulté, mais elle prend un petit peu de temps parce qu'il y a toutes ces petites manipulations à faire. Bon, c'est pas très très grave, hein, c'est pas... Il y a des choses vraiment beaucoup plus contraignantes dans d'autres jeux. Puis là en plus je le fais avec ma main gauche, avec une seule main et ma main gauche, donc techniquement quand même, ça prend un peu moins de temps quand on le fait sans filmer. Et encore moins de temps quand on est plusieurs, hein, ça je le répète à chaque fois, mais les mises en place pour moi, il ne faut pas oublier que quand on joue à 3 ou à 4, il y a toujours 2 ou 3 joueurs qui participent à la mise en place, parce que la mise en place, pour moi, ça fait partie du jeu. Il y a le côté un peu excitant de toucher le matériel avant de commencer à jouer, surtout quand on découvre un jeu. Donc il y a celui qui connaît bien le jeu et qui dit, ben voilà, là, tiens, toi tu peux mélanger ce paquet, tu peux faire des piles, toi tu peux séparer les... Et là, ça va hyper vite. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'une mise en place se fait à 2 ou à 3, voire à 4, donc souvent ça prend beaucoup moins de temps que ce qu'on voit ou ce qu'on montre nous en vidéo, évidemment. Ok, donc on va justement choisir au hasard une des cartes objectifs de chaque type. Donc on met les 4 cartes évidemment qui correspondent au clergé. Donc le premier qui arrive à transcrire 3 manuscrits de la même couleur remporte la carte, qui apporte aussi, en plus du bonus, 3 points de victoire. On choisit au hasard une carte
objectif château. Donc là par exemple, ça serait celle-ci, donc qui est la même que celle du jeu de base. Là par exemple, ça pourrait être celle-ci. Donc le premier qui construit 3 bâtiments différents, c'est-à-dire un atelier, un comptoir et une maison de corporation, gagne cette carte qui rapporte 3 points de victoire et qui rapporte cet effet-là, permanent. Donc à chaque fois qu'il y a une collision, voilà, on gagne un machin, etc. Bon. Là, je ne vais pas détailler les effets, c'est pas l'objet. Ok. Là, par exemple, ça pourrait être celle-ci. Pour le premier qui construit 3 bâtiments identiques, il gagnerait cette carte qui rapporte que 2. Alors celle-ci rapporte que 2, parce que c'est plus facile de construire 3 bâtiments identiques, notamment les 3 ateliers, puisque c'est les moins chers, c'est plus facile à construire. Ensuite, on distribue les plateaux joueurs, ainsi que une couleur. Donc je vais, hop. Donc admettons, c'est le joueur bleu qui utilise ce plateau, donc je vais aller chercher tout son matériel. Donc là c'est pareil, hein, la big box elle est sympa, il n'y a aucun sac en plastique, ça c'est cool. Mais par contre, tout est mis dans un petit bac et il faut aller les chercher, les trucs. Hein. Donc voilà, ça... Alors moi je préfère quand même ça que des sachets en plastique. Mais voilà, et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Ok, et chaque joueur va placer en fait donc sur son plateau les bâtiments à construire donc par type, donc les maisons de corporation au centre, les ateliers à droite, les comptoirs à gauche, puis le jeton de corruption à gauche et le jeton de vertu à droite. Le vicomte, on le garde pour tout à l'heure, et puis il y a 20 petits ouvriers qui se placent à côté du plateau, prêts à aller investir le château et aller travailler dans le château. Ok. Maintenant, on va définir, donc après on choisit un premier joueur, et maintenant on va définir justement les cartes de départ et les ressources de départ du joueur. Voilà, j'en profite tout de suite d'abord pour donner le deck bleu au joueur bleu. Donc comment ça se passe pour choisir en fait, je vais enlever les ressources, j'ai besoin d'un peu de place. En fait, on va aller chercher donc ces cartes de départ. Alors comment ils les appellent déjà? Les cartes joueurs. Voilà, les cartes joueurs. Il y a plusieurs informations dessus. Il va y avoir le départ, le lieu de départ du vicomte, les ressources de départ, vous voyez, et puis des actions éventuellement à faire. Donc ça, on les mélange. Notez qu'au dos, il y a une petite aide de jeu. On les mélange et on en tire une par joueur, plus une. Donc admettons, là, si c'est mise en place pour 2 joueurs, on va tirer 3 cartes. Hop, je vais enlever la boîte aussi pour me faire un petit peu plus de place. Comme ça, je mets ça là-haut. Donc on en tire une par joueur, plus une. Donc admettons, on en met 3. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Les autres, on n'en a pas besoin. Puis en fait, on va prendre les villageois héros. Donc c'est ce deck-là. Ce deck avec une couleur unique et des prénoms en fait. Les villageois héros, eux, ils ont droit à des prénoms alors que les autres, ils n'ont pas de prénoms. Donc on les mélange. Et c'est pareil, on en met une sous chaque carte qu'on vient de tirer. Et donc on va comme ça former 3 paires de cartes
composé de une carte joueur et une carte héros. Voilà. Donc par exemple, la première carte va être associée à Clotilde, la deuxième carte va être associée à Bertha, et la troisième carte va être associée à Farah. Ensuite, les autres héros, on ne les remet pas dans la boîte, comme avec le jeu de base. Là, avec les extensions, on les garde puisqu'on va les réutiliser. Ça, c'est une des forces d'une des extensions. Gardien des clés, je crois. Faudra vérifier parce que je ne sais plus. Hein. Mais du coup, tous ces héros-là, ils ne servent pas que pour avoir une carte par joueur. On va pouvoir maintenant les recruter pendant la partie, et ça, c'est absolument génial. Voilà, et donc maintenant, le premier joueur a été défini, donc on va demander au dernier joueur, donc celui qui est à droite du premier joueur, de choisir une paire, et le premier joueur, lui, il aura moins de choix, tout simplement. Donc, là, par exemple, on a 3 paires, donc le dernier joueur, celui à droite du premier joueur, choisit une paire de cartes entre les ressources et le personnage. Donc là, c'est déjà une première réflexion à avoir par rapport à l'orientation de notre partie. Par exemple, là, on voit bien qu'il y a 2 personnages qui vont être utiles, qui peuvent être utiles, puisqu'il y a un « ou », pour déplacer nos ouvriers dans le château. Donc si on a une... et les 2 ont le symbole de noblesse, l'icône noblesse. Donc si on veut une orientation château, ces deux personnages peuvent être intéressants, alors que celui-ci, il va permettre, lui, de... par exemple, il a 3 symboles, 3 icônes de commerce, donc c'est très fort. Donc en fait, on va regarder par rapport à ça, ce qu'on veut faire, et par rapport aux ressources que ça nous donne. Il y en a qui rapportent plus d'or, mais des ressources... Vous voyez, par exemple, cette association, elle est pas mal, parce que Bertha, non seulement elle nous permet immédiatement, quand on la joue, de déplacer un ouvrier dans le château, mais elle est associée à une carte, par hasard, qui nous donne 2 ressources de lingots d'or, qui sont utiles pour aller dans le château, et qui nous permet déjà d'envoyer 2 ouvriers dans le château. Donc là, il pourrait y avoir un combo sympa, de dire, voilà, moi je prends ça, et je vais faire une stratégie château. Voilà, c'est comme ça qu'on joue dans ce jeu, c'est par rapport aux cartes qui sont là, et en même temps, on s'aperçoit que, vous voyez, le hasard des choses fait que, là, il y a 2 personnages, il y a 2 patronnes qui sont sorties. Alors, elles sont pas exactement pareilles, puisqu'elles n'apportent pas les mêmes ressources, mais celle-ci, elle amène 2 lingots, celle-ci, elle amène 1 lingot, donc c'est encore des personnages qui peuvent entrer dans une stratégie château. Voilà. Donc le dernier joueur choisit une paire, il met le héros dans son deck, voilà, qui va mélanger avec son deck, puis il prend les ressources qui sont indiquées sur cette carte, donc il met son vicomte en position 6 sur le plateau, il prend les 2 lingots, il prend les pièces qui correspondent, il prend une carte acte de propriété, une carte dette, et il place 2 ouvriers dans le château. Voilà. Et puis ensuite, le joueur à sa droite fait la même chose, il choisit, là du coup c'est une config à 2, donc le premier joueur, maintenant il a le choix entre ça et ça. Donc lui il pourrait se dire, ok, apparemment mon adversaire part sur du château, soit j'essaye de prendre ça pour essayer de le contrer, soit je prends ça et j'essaye d'aller, voilà, vous voyez là ça donne beaucoup d'or, ça donne des cartes, ça donne des encriers, donc c'est assez polyvalent, plus du commerce qui va nous permettre, dans ma précédente partie j'avais joué religion et commerce, c'est-à-dire que j'allais beaucoup acheter en fait sur le plateau, j'allais acheter des encriers pour les dépenser, voilà, plutôt que de les obtenir de façon différente. Enfin, j'avais quelques symboles religieux avec mes cartes, mais surtout j'allais acheter des encriers. Voilà, c'est une des tactiques, des stratégies qu'on peut mettre en place. Ensuite, il nous reste à déterminer construire les 2 paquets, en fait, pauvreté et, comment il s'appelle l'autre? C'est pas richesse, c'est prospérité. Et une fois qu'on a fait ça, on aura fini la mise en place
pour le jeu de base en fait, hein. Voilà, parce que finalement il y a très peu d'exceptions. Voilà. Et après ça, on regardera ce qu'on ajoute pour les extensions. C'est pas grand chose, hein, c'est des paquets de cartes. Donc ces fameux paquets prospérité, pauvreté. J'ai besoin des cartes. Où est-ce qu'elles sont ces cartes? J'ai paumé mes cartes. Mes actes de propriété. Ah oui, ils sont là. Donc là, on construit en fait. Donc là, je vais retirer ça. Vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Hop, hop. Hop, désolé, j'ai tapé dans le... Voilà. Donc maintenant, on va construire ces deux paquets. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce jeu, c'est cet équilibre, cette balance qu'il y a entre la prospérité et la pauvreté. C'est la clé du jeu en fait, hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut bien comprendre cette notion. Et c'est ça aussi qui me plaît énormément dans ce jeu. C'est que on va au fil de la partie récupérer des cartes actes de propriété. Donc on va finalement avoir des propriétés, hein. On va acquérir du terrain, des biens, et chaque acte nous rapportera un point de victoire à la fin de la partie. Mais aussi, on peut contracter des dettes. Et chaque dette nous fait perdre 2 points de victoire à la fin de la partie. Et comment on obtient ces cartes? En fait, il y a différents moyens. On peut les obtenir directement sur le plateau. Par exemple, à quel endroit je pourrais vous montrer ça? Alors là, ça va être avec des bâtiments. Par exemple, si on construit un bâtiment ici, on gagne un acte de propriété. Si on construit, s'il y a 2 bâtiments qui sont construits de part et d'autre de ce symbole, on va gagner, on va récupérer une dette, une carte dette. Puis ça va être sur le plateau joueur, en fonction de notre déplacement de vertu et de corruption. À un moment donné, quand il va y avoir une collision, on va récupérer alors soit des actes de propriété si on a une vertu plus importante que notre corruption, ou plutôt des dettes si on a une corruption plus importante que notre vertu. Donc il y a vraiment un équilibre entre le yin et le yang dans ce jeu. J'ai plutôt envie de dire entre le bien et le mal plutôt que le yin et le yang. C'est vraiment primordial à comprendre. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des sources de points de victoire. C'est-à-dire que les actes de propriété, ok, chaque acte nous rapporte 1 point, mais quand on va les valider, on retourne cette carte et elle nous rapporte 3 points. Vous voyez, il a été approuvé, là on l'obtient, et là il est approuvé. Donc là c'est bon, on est propriétaire, une bonne fois pour toutes. Et ça, il y a plein d'effets qui nous permettent de retourner une carte, soit une carte rouge, soit une carte noire, soit une carte au choix. Les cartes de dette, elles nous font perdre des points jusqu'à ce qu'on rembourse notre dette. Vous voyez, elle est déchirée. Et là, pour le coup, ça nous rapporte une ressource au choix immédiatement. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre. La deuxième des choses à comprendre, c'est que on va construire un paquet et donc il va faire office de timer. C'est-à-dire que on va regarder, c'est ici, pour les actes de propriété par exemple, on va faire un paquet pour 2 joueurs. On va sélectionner 12 cartes. Donc en gros, on prend 12 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On place notre carte de prospérité ici et on met 12 actes de propriété par-dessus. On fait la même chose avec nos dettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous imaginez bien que plus il y a de joueurs, plus il y a de cartes, évidemment, pour pas que ça descende trop vite. Puisque c'est ce qui va déclencher la fin de partie. Voilà. Donc là, on se retrouve à 2 joueurs avec 12 cartes de chaque. Et donc, on va piocher dans l'une et dans l'autre. Okay. Dès que une des piles de 12 cartes est terminée, ça déclenche la fin de partie. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire que si tout le monde rush dans la propriété, on va déclencher la fin de partie plus tôt et on va atteindre
le royaume va atteindre un état de prospérité puisque tout le monde aura des actes de propriété, tout le monde est propriétaire. Or, si on termine la pile des dettes, tout le monde est endetté, donc le royaume atteint un état de pauvreté parce que tout le monde est endetté. Ça peut être les deux en même temps. Mais là où c'est particulièrement intelligent, c'est que si le royaume est endetté, on déclenche la fin de partie, mais ça va être le joueur qui aura validé le plus d'actes de propriété qui va marquer plus de points. En gros, celui qui va tirer son épingle du jeu dans un état de pauvreté, c'est celui qui a, des biens. À l'inverse, si on est dans un état de prospérité, c'est-à-dire que quasiment tout le monde est propriétaire, celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est celui qui aura remboursé le plus de dettes. Parce que à quoi bon être propriétaire si on est endetté, voyez? Donc il y a vraiment un chassé-croisé entre les deux. Il faut équilibrer les cartes qu'on va prendre, mais par contre, si on voit que on va terminer cette pile-là, il va falloir rembourser des dettes. Si on voit qu'on va terminer cette pile-là, il va falloir valider des actes de propriété pour marquer plus de points que les adversaires. Et cette mécanique, elle est extrêmement intelligente, elle est extrêmement subtile, et elle fonctionne très très bien. Mais c'est vrai qu'il faut bien l'expliquer quand on fait découvrir le jeu, de bien expliquer cette notion, sinon la personne va partir à l'aveugle et il ne va pas comprendre pourquoi il va perdre à la fin. Voilà, donc là on a fini la mise en place du jeu, on va dire du jeu de base. Maintenant, les extensions apportent des petites choses. Notamment, on va pouvoir jouer en recrutant les héros. On va jouer avec les coffres. On va jouer avec... Alors, attendez, je vais le faire dans l'ordre parce que sinon je vais m'en mêler. Donc on a nos héros, on a les coffres qui sont un nouvel élément de jeu. Voilà. Donc on a des tuiles de coffres qui apportent des petits bonus. Donc on va pouvoir aller gagner ça. Voilà. Ainsi que les bâtiments publics. Donc ça c'est la première extension qui est sortie. C'est l'extension qui s'appelle Gardien des clés. D'accord? Donc là tout simplement on récupère toutes les cartes héros qui n'ont pas été utilisées, enfin qui n'ont pas été recrutés par les joueurs, on mélange, on en fait une pile et on dévoile les 3 premiers. Voilà, tout simplement, les 3 premiers, une rivière de cartes, très classique. Les 3 premiers qui vont, d'ailleurs il y a Clotilde, j'ai mal mélangé, Clotilde et Bertha se retrouvent ici, et on a Zéziro, qui d'ailleurs lui nous permet, vous voyez, quand on le joue et qu'il sort du plateau, son effet c'est de prendre soit une dette et un coffre, soit un acte de propriété. Voilà, comme ça vous voyez ce qu'apporte l'extension, et on voit que justement il vient de l'extension puisqu'il a la petite clé ici. Alors que Clotilde, elle, vient de l'extension Porte Dorée, elle a la petite porte ici. Donc ça, ce sont des héros qu'on va pouvoir recruter dans la partie quand... Je vais vous montrer quand même. Voilà. Grâce à cette icône, cette nouvelle icône de jeu, qui est, vous voyez, une carte avec un bonhomme et une main. Ça veut dire que quand on a ça, on prend un héros de la pile. Alors, cette action est toujours gratuite, donc on ne les recrute pas avec de l'argent, on les prend directement et on les met directement dans sa main. Voilà, donc c'est très très fort, hein. Les héros sont déjà forts, mais quand on les prend, on ne les paye pas, on ne les recrute pas comme les villageois normaux, qui coûtent de l'argent, et qu'on met dans la défausse. Là, on les prend directement et on les met dans notre main. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les jouer très rapidement. Ensuite, on a donc les coffres. Donc ça, c'est pareil. On fait une pile avec les coffres, on les mélange, on fait une pile, et on révèle les 4 premiers. Voilà. Et donc, c'est quand on obtient cette icône-là, on peut choisir un des coffres disponibles. On peut en avoir jusqu'à 3,
puisqu'on les place en fait sur notre plateau de jeu, il y a des petites encoches, on les place dessous, et ça donne un effet supplémentaire lorsque les cartes passent au-dessus de ces tuiles. Voilà. Bon, je ne vais pas expliquer les effets ici, c'est pas l'objet. Là, on parle juste de la mise en place. Et ensuite, il y a les bâtiments publics. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Donc la maison de corporation publique, le comptoir public et l'atelier public. C'est des bâtiments qu'on peut construire comme les autres bâtiments, mais au lieu de les prendre sur notre plateau, on les prend ici, mais en fait, on remplace. C'est-à-dire que un bâtiment qu'on a déjà, on va le remplacer par un public qui va nous apporter des effets, des bonus donc immédiats et permanents souvent. Donc ça peut être très intéressant d'aller chercher ça. Voilà. Mais pas toujours. Hein. Pas toujours. Vous voyez par exemple la maison des corporations en bâtiment public. Ok, son effet immédiat. Alors attention, ça rapporte beaucoup de points. Ça rapporte 15 points. Mais ça apporte aussi en permanent une icône, comment ça s'appelle ça déjà mince. C'est pas les bandits, c'est pas les brigands, c'est... J'ai un petit trou de mémoire là. Comment il s'appelle ceux-là? Les criminels. C'est un peu... ouais, c'est un peu fort parce qu'il y a certains personnages qui sont considérés comme étant des criminels. C'est plutôt des voleurs ou des gens un peu obscurs, un peu sombres, mais pas forcément des criminels. Mais bon, voilà, là dans le jeu ça s'appelle des criminels. Donc vous voyez, cette carte elle rapporte voilà, une icône criminelle en permanence et ça peut nous poser problème. Donc à voir, voilà. Ça c'est vraiment selon les parties, selon notre stratégie, qu'on va choisir d'y aller ou pas. Donc vous voyez la mise en place là pour gardien des clés, c'est juste faire mettre ces trois mises en place supplémentaires. C'est pas, il n'y a pas grand chose de plus. Ok. Ensuite, on va regarder la mise en place de Porte Dorée. Alors, Porte Dorée, elle apporte les envahisseurs. Donc, pareil, c'est une rivière de cartes à mettre en place. Donc, comme les villageois héros, et puis on tire les 3 premiers. Voilà. Donc, ça va donner des choix supplémentaires, hein, des actions supplémentaires à faire. Et ça équilibre le jeu, ça le complexifie un tout petit peu, mais en même temps, on n'est pas forcément obligé d'y aller tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, avec les 2 extensions, on va jouer normalement à Vicomte, mais on va quand même surveiller ce qui sort dans ces tuiles-là, que ce soit les coffres, les villageois héros ou les envahisseurs. Et puis dès qu'il y en a une qui va vraiment coller avec notre stratégie, on va y aller. Vous voyez par exemple là, l'émissaire. Bon ben, si on part sur une stratégie religion, donc avec plein de manuscrits, ben, l'émissaire il est super important puisqu'à la fin il nous donne une couleur au choix. Et donc voilà, donc lui on va pas le laisser passer. Par contre, voilà, on va juste regarder jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui nous intéresse. Donc ça complexifie pas énormément le jeu, mais par contre, ça va apporter des petits trucs en plus. Celui-ci, par exemple, bon, bah, si on part sur une stratégie bâtisseur, bon, bah, lui, voilà, dès qu'on a 3 ateliers, ça nous donne 4 points de victoire en plus. Alors que 3 ateliers, normalement, ça nous donne combien? 3 ateliers, ça nous donne 9. Donc si on a lui ou elle, la garde, ça nous donne 4 points en plus. Et si en plus on est le premier, si on se débrouille bien, on est le premier à aller le chercher, à faire les 3 ateliers, on gagne en plus l'objectif de 3 bâtiments égaux. Donc voilà, il y a des choses à regarder qui sont très intéressantes. Ensuite, avec les cartes envahisseurs, il y a les nouvelles cartes Ordre du Roi. Ce sont ces cartes qui vont nous permettre soit en fait de recruter un des envahisseurs qui sont à la porte du royaume, donc de les faire rentrer pour les avantages qu'ils nous donnent,
ou alors de les refuser, hein, les repousser pour l'effet qu'ils nous donnent sur leur carte. Vous voyez? Donc soit on l'utilise, on le recrute pour... souvent ça va être des choses qui vont nous servir en fin de partie, pas toujours mais souvent. Soit on le repousse pour les effets qu'il nous donne. Par exemple, vous voyez l'émissaire, si on le repousse, donc avec l'ordre du roi, hein, vous voyez, donc soit on le recrute quand on joue notre ordre du roi, quand elle sort du plateau, on va recruter gratuitement cette carte et l'ordre du roi disparaît. Soit on peut repousser ici pour gagner ces effets-là. Donc lui, par exemple, il nous fait augmenter notre corruption, mais par contre, on résilie, on rembourse une dette. Donc vous voyez, on va regarder, en fait, on va jeter un petit coup d'œil sur ces cartes, on va rester attentif à ce qui se passe, et on va y aller si il y a un effet qui nous intéresse. Voilà, donc ces cartes, on les met de côté, et de temps en temps, on va pouvoir acheter des ordres du roi, et ça, je vais vous indiquer comment. Parce que avec gardien, non pas gardien des clés, avec les portes dorées, chaque joueur, avant de choisir la paire de cartes avec son héros et ses bonus de départ, il va récupérer les rubans. Alors où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Le petit plateau de manuscrits. Même s'il n'a pas du tout l'intention de jouer religion, en fait il y en a 4 différents qui sont en fait les mêmes, mais ils ont juste 4 couleurs différentes. C'est-à-dire qu'en gros, ça rééquilibre aussi un petit peu la victoire par la religion. Parce que déjà on gagne déjà un manuscrit déjà de couleurs. Donc vous voyez, il y a le noir, le gris, le jaune et le bleu. Donc on commence déjà avec une couleur. Donc ça peut nous orienter, si on joue religion, peut-être de savoir quelle couleur on veut faire en priorité. Quand on met un manuscrit à chaque emplacement, donc vous voyez, là il y a les couleurs. Donc les bleus, on va les empiler ici, les jaunes, on va les mettre ici, les gris ici et les noirs ici. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est juste inversé par rapport à... Voilà. Par contre, les effets sont les mêmes. Mais quand on en met un ici, on va débloquer cet effet-là. Le premier effet qui est débloqué pour tout le monde, c'est de récupérer tout de suite, ici, une carte Ordre du Roi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on commence chacun avec une carte Ordre du Roi, parce qu'on a tous ce premier manuscrit, un Ordre du Roi gratuit. Vous voyez, Ordre du Roi, immédiatement, gratuit. Voilà. Mais le fait d'avoir maintenant ce truc nous débloque la possibilité de, lorsqu'on récupère une carte, à la place de prendre un Ordre du Roi, mais cette fois en le payant, il coûte 3. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut en fait prendre des Ordres du Roi plutôt qu'une autre carte quand on a ce symbole, en payant 3. Quand on met un manuscrit ici, on a la possibilité d'utiliser une ressource plutôt qu'une pièce. Ici, on a la possibilité d'utiliser 2 pièces pour piocher une carte. Et ici, on a la possibilité d'utiliser 3 ressources pour réorganiser nos cartes sur notre plateau. Voilà. Donc c'est des petits effets qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc on donne ça à chaque joueur en début de partie. Et voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas beaucoup plus de choses, mais il faut le noter. Et là, ça nous... on arrive à la fin de la mise en place. Vous voyez, donc les extensions n'apportent pas une lourdeur sur la mise en place. Il y a juste... Vous avez tout devant les yeux en fait. Faire cette pile, donc mélanger, tirer 3 cartes. Faire cette pile, mélanger, tirer 3 cartes. Faire cette pile, mélanger, tirer 4 tuiles. Placer ces 4 cartes sur quelque part, faire une pioche sans la mélanger puisque ce sont toutes les mêmes d'Ordre du Roi, et puis distribuer à chaque joueur un plateau manuscrit comme ça. Voilà, et là la mise en place multijoueur est terminée,
et on peut commencer à jouer par le premier joueur. Voilà, on tire 3 cartes et puis c'est parti pour le début de partie. Maintenant, on va juste regarder les différences qu'il y a lorsqu'on joue en solo au niveau de la mise en place. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des petites différences, donc on va regarder ça ensemble. Toute première chose pour la mise en place lorsqu'on joue en solo, c'est d'attribuer un plateau joueur à l'IA et de le faire avant d'en choisir un nous-mêmes, parce que les 4 plateaux joueurs sur leur verso ont en fait les caractéristiques des différentes IA. Donc il y a 4 IA différentes dans le jeu. Donc celle que j'avais sélectionnée tout à l'heure, c'était l'IA clergé. Ici on a l'IA bâtisseuse, l'IA noblesse, et là l'IA qui va se concentrer sur la pioche de cartes et acquérir des cartes, retourner des cartes en fait, acte de propriété et dette, pour marquer plein de points et accélérer la partie. Alors je sais qu'il y a un ordre de difficulté. Il me semble, alors de mémoire, il me semble que l'IA bâtisseuse, c'est la moins forte. Ensuite, c'est soit l'IA clergé, je pense. Ensuite, ça doit être l'IA qui retourne les cartes. Et la plus dure doit être l'IA noblesse. Mais je ne suis pas sûr. Voilà, on doit pouvoir peut-être trouver ça quelque part. Mais c'est toujours intéressant de jouer, de tirer au hasard et de s'adapter à l'IA. Donc on lui donne un plateau, on lui donne une couleur, et on met, comme pour une partie multi, on met ses jetons sur son plateau. Il faut juste faire attention, pour l'IA, les bâtiments ne sont pas dans le même ordre. Lui, il va avoir les maisons de corporation à gauche, puis les comptoirs, et enfin les ateliers. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il va toujours essayer de prendre le plus fort, c'est-à-dire qu'il va essayer de prendre celui qui coûte le plus cher et en partant de la gauche. Donc il va essayer de prendre une maison de corporation, s'il ne peut pas, il va prendre ça, s'il ne peut pas, il va prendre ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis la plus forte à gauche, alors que nous, les maisons de corporation sont au centre. Voilà. Et après, comme nous, quand l'IA construit, elle a un effet supplémentaire qui s'ajoute et qui est en relation avec ce qu'il y a dessous. Vous voyez, voilà. Par exemple là, à chaque fois que l'IA va retourner une carte, elle va faire cet effet-là. À chaque fois que l'IA va piocher une carte, elle va faire cet effet-là. À chaque fois que l'IA va remélanger sa défausse, elle va avancer sa vertu. À chaque fois que l'IA va mélanger sa défausse, elle va du coup avancer les deux. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça lui donne comme nous, ça lui donne des icônes supplémentaires. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va prendre les cartes de l'IA, donc le deck de l'IA. Où est-ce qu'elles sont? Donc l'IA, elle joue avec un deck à elle. Hein. Donc on a une petite aide de jeu qui a été refaite avec les extensions, qui a été complétée. Donc ça, c'est pour les actions de l'IA, hein, savoir ce qu'elle fait dans tous ces cas-là. C'est très simple, hein. Il n'y a aucune difficulté. Et puis, on va regarder en fait le paquet de cartes de l'IA. Donc ça, c'est ces cartes d'action. Donc on appelle ça des planifications. Donc on a les marrons, qui va être son deck de départ, et les noirs, qui va être ses cartes d'amélioration future qu'elle va rajouter dans son deck à chaque fois qu'elle a besoin de piocher une carte. Donc on sépare en fait les marrons des noirs, et puis on regarde sur son plateau lesquels on retire de la partie. Par exemple ici, alors avec le reflet vous ne voyez pas bien, mais l'IA qui va se concentrer sur le travail au château, ben elle va enlever de ses cartes améliorées, donc de ses cartes noires, elle va enlever celles qui lui fait bâtir et celle qui lui fait bâtir et clergé. Voyez, donc ça veut dire qu'en enlevant ces cartes-là, elle va moins diluer son deck, et donc elle va avoir des cartes qui vont l'intéresser plus. Donc on enlève ces cartes, et puis ensuite on met ces cartes noires de côté, et puis on mélange ces cartes marron qui est son deck de départ. Clac, clac, clac.
et on met ici. Donc voilà comment on prépare le paquet de l'IA. Ensuite, on prend le premier joueur, parce que c'est le joueur humain qui joue premier joueur. Et puis on va choisir notre paire de cartes. Vous vous souvenez, carte joueur et carte héros. Donc là, on est un seul joueur, l'IA ne compte pas comme un joueur, donc on met 2 paires, donc nombre de joueurs plus 1, donc 2 paires, et c'est nous qui choisissons en premier. Voilà, donc tout simplement, même si on est premier joueur, on choisit en premier. L'IA, elle ne s'occupe de rien. Tout ce qui l'intéresse sur la carte joueur qu'on va laisser, c'est le positionnement ici où elle va mettre son vicomte. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait, puisque elle, les ressources, tout ça, c'est sur son plateau. Vous voyez ici, elle commence avec de l'or, de la pierre, et voilà. Donc elle va juste prendre ce numéro pour positionner son vicomte. Voilà. Et ensuite, le héros, on le met dans la pile et puis on mélange. Voilà, donc ça c'est la mise en place de l'IA avec le jeu de base. Maintenant, les extensions, qu'est-ce qu'elles apportent? Alors je vais essayer de faire dans l'ordre. Gardien des clés, par exemple. Donc la seule chose que cette extension apporte pour la mise en place, c'est qu'il y a une carte à rajouter dans le deck de l'IA. Donc vous voyez, c'est une carte qui est très forte, mais ça permet justement qu'elle puisse aller défausser des héros et puis prendre un coffre. Voilà, donc c'est une carte qui est forte et qui en plus nous embête. Et puis, elle a 3 coffres. On les différencie des notes parce qu'ils sont noirs. Voilà, ça c'est des coffres qui sont que pour l'IA. Donc on les met face cachée et de temps en temps, elle va aller en prendre un et elle va le placer sur son plateau. Voilà, donc en mise en place, il n'y a absolument que ça à faire pour l'extension Gardien des clés. Pour l'extension Porte dorée, je crois qu'il n'y a pas grand chose non plus. En effet, la mise en place de l'extension Porte dorée ne change rien du tout au niveau de la mise en place de l'IA. Donc voilà, ça suffit pour cette vidéo de mise en place. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Vous voyez, c'est très simple. Il n'y a pas grand chose à faire, mais au moins ça me permet de ne plus le remontrer à chaque fois que je fais une partie de Vicomte. Donc voilà, merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour des parties de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Et d'ici là, jouez bien. Allez, ciao!